Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts First Print, podcast comics préféré. On va vous parler aujourd'hui de des sorties. Allez, laisse-moi faire. Les bonnes sorties de comics en français. Non, c'est Voilà. nul. Celles Non, qu'on aime bien. c'est C'est pas ça, bien. ça qu'on aime C'est bien. pas bien. Vous C'est pouvez pas mettre Corentin Rigolo sur les réseaux sociaux. Mettez Corentin Brume. bien. Mettez Corentin Pitch à la framboise. Ouais. Non, Mettez Arnaud Connard. t'as fini. Mettez Arnaud Crispé. Ouais. Arnaud Crispé. Alors du coup Arnaud, Ouais. le programme, Oui. qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais te le dire, mais on va d'abord mettre le générique parce que ton intro est calamiteuse. Merci. Ouais. Et donc, oui. Non, vous c'est écoutez- nul. Bah, C'est nul, bah elle est si, nulle, bah ton si. intro, Arnaud, elle pue. Elle est beaucoup mieux quand c'est moi qui l'a fait. Allez, je me casse, salut. Eh bien voilà, c'était un petit back issues très très court. Nous sommes donc dans un nouveau numéro de First Print. Vous parler de quelques comics que nous avons lus avec une édition spéciale VO. Cette fois-ci, quelques single issues là, des quelques dernières semaines qui traînaient par-ci par-là. Tu bafouilles, c'est n'importe quoi. Et tu vas arrêter tout de suite ce gimmick puisque ça n'est plus drôle depuis au moins 5 bonnes minutes. Corentin, d'ailleurs, bienvenue Corentin, bien entendu. C'est avec plaisir que je te reçois une nouvelle fois dans cette émission. Merci Arnaud. On va commencer tout de suite. Oui. On va commencer tout de suite par vous parler faisons des ça. quelques comics que nous avons lus, à commencer donc justement par Crossover, le nouveau titre Image Comics de Donny Cates et Geoff Shaw, et qui est un commentaire plus sur en fait les comics tout simplement et les super-héros qu'une véritable histoire de crossover entre plein de personnages. Alors le pitch, Corentin, tu vas nous le présenter puisque tu en as fait d'ailleurs une critique écrite récemment sur Comics Blog, mais on est là un petit peu pour discuter voilà, de ce premier numéro de crossover qui a été un peu quand même grave monté en sauce par Image Comics au cours des derniers mois comme étant un peu le Tenet des comic shops, quoi. Grosso modo, c'est le comics pour sauver les comics. Ah bon? T'as pas suivi la campagne de Pas du promo? tout, non. Bah c'est normal, c'est pour ça. Loin s'en faut. C'est pour ça que voilà. Que quoi? Bah rien, c'est pour ça que voilà. C'est que moi j'ai une vie plus riche et récompensante que la tienne. Exactement. Voilà. Ok. Donc pour résumer, c'est donc un monde dans lequel subitement, un monde pareil au nôtre, on va dire, subitement un jour apparaît une bulle de personnages de fiction, des super-héros en l'occurrence, qui font la bagarre, comme un crossover estival, un petit peu à la Crisis, un petit peu à la Secret Wars, sans faire attention au public qui est autour d'eux, sauf que évidemment là on est dans un comics, mais ça prend les règles de la réalité, c'est-à-dire que ce crossover, cette bulle de combat, a de réelles victimes physiques, de réelles victimes humaines dans les civils qui se trouvent dans les décombres de la ville, etc. Donc évidemment, ça crée un traumatisme pour les Américains dans une situation assez comparable à l'effondrement des Twin Towers le 11 septembre 2001 à Manhattan. Donc voilà, on retrouve le même monde 3 ans plus tard, où on t'explique que le combat qui avait lieu entre tous les super-héros de ce crossover, entre guillemets, ont été figés, scellés sous une bulle protectrice dans laquelle on ne peut pas rentrer ni sortir, dans le Colorado. Donc là, évidemment, on va commencer un petit peu à découvrir nos personnages principaux. Donc on a Ellie, qui est une libraire d'un comic shop de l'Utah. Dont le diminutif L est peut-être une référence à un célèbre nom de famille d'une célèbre famille kryptonienne. Je dis ça comme ça. Tu l'as pas vu comme ça? Moi je l'ai vu comme ça. on Pas du dirait. tout. Ah ouais? Pas du tout. Ah, c'est tellement ça. Absolument pas. Mais si, c'est un truc de sens. Mais si, bah, enfin vas-y, continue. Donc, on a un spoiler free là ou pas? Bah bien sûr, alors D'accord. bon voilà, c'est du back issues VO, donc on estime que si vous écoutez ça, vous êtes a priori des lecteurs et des lectrices de VO. On essaye de pas non plus tout dévoiler, mais voilà, forcément, vu que c'est de la VO, on discute un peu des numéros et de ce qu'il y a dedans, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. C'est vrai. Donc, Alors, du coup, qu'est-ce faisons ça. qu'est-ce que tu voulais dire? Donc effectivement, on est dans ce monde-là qui pose des questions par rapport à la façon dont les peuplades réagissent à un traumatisme, en fait. C'est très involontaire, mais je serais intéressé de voir justement si Donny Cates est au courant de ce qui se passe en France, par exemple, où depuis quelques mois, on a quand même un petit peu avant d'ailleurs la reprise des vagues d'attentats djihadistes sur notre territoire, on avait déjà commencé à avoir
un ministère de l'Intérieur piloté par un certain Gérald, qui avait commencé à faire un peu la guerre au séparatisme, à la façon justement dont le fait de défendre la religion musulmane et de pratiquer cette religion en général et d'être contre le racisme en France faisait de toi un ennemi de la nation. Là, il y a un peu la même idée, en fait, dans Crossover, c'est-à-dire que grosso modo, évidemment, c'est métaphorique, c'est adapté à la culture comics. Le fait, par exemple, que dans ce monde, qui donc a été traumatisé par des personnages de comics, en fait, des personnages de fiction qui sont apparus du néant et qui ont commencé à faire des milliers de morts. Là, en l'occurrence, du coup, les républicains, la droite, les racistes, les religieux font la guerre aux marchands de comics, aux pratiquants de cosplay, aux fans de BD, à nous, en fait, quelque part, un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Donc là, effectivement, ça prend des allégories assez évidentes. Enfin, le numéro s'ouvre avec une citation du professeur Frédéric Wertham qui avait écrit le fameux bouquin La séduction des innocents en 1954, qui avait donné lieu à une sorte d'éveil des consciences chez l'extrême droite américaine, et je dis bien l'extrême droite américaine, sur la censure, en fait, de la BD. Expliquant que Wonder Woman était lesbienne. On en avait déjà parlé avec l'écrivain William Blanc récemment. Écoutez le podcast si vous ne l'avez pas fait. Et cette citation qui ouvre en fait la BD, pour moi, c'est une lecture très personnelle, hein, on peut me dire que j'ai tort ou quoi, mais sert en fait à montrer le premier combat originel, on va dire, de l'extrême droite contre la liberté de création et les idées de la bande dessinée. Ce qui permet en fait du coup à Cates de faire une filiation entre cette extrême droite-là de l'époque et l'extrême droite contemporaine, puisque dans la BD, on t'explique qu'il y a un mur, qui est donc la sphère qui entoure le Colorado, duquel il est compliqué de sortir, et qu'un passeur aide les personnages de fiction qui sont bloqués à l'intérieur du mur à traverser pour rejoindre les États-Unis. Donc évidemment, on pense forcément à Donald Trump, on pense forcément au fameux mur qu'il voulait construire et aussi au camp de migrants, parce que en l'occurrence dans la BD, Ellie va croiser une jeune enfant qui sort d'une bande dessinée, donc qui du coup est représentée avec des Kirby Dots, pas les Kirby Dots, les points de Liechtenstein. Une trame en fait. Voilà, c'est une trame qui symbolise du coup le côté ces personnages-là ne sont pas réels, etc. Donc on te parle effectivement de ça, on te montre un petit peu qu'elle a dû abandonner ses parents à la frontière, et là encore une fois ça revient du coup avec tout ce côté les camps qui attendent les migrants mexicains une fois qu'ils traversent le Rio Grande. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui sont assez intéressants. Il y a aussi ce côté, là encore c'est vraiment très universel, mais c'est très universel à tous les gens qui entre guillemets ont subi une attaque terroriste sur leur territoire, ou un traumatisme en fait national. C'est-à-dire que là en fait on voit du coup les républicains qui sous couvert justement d'idéaux un peu religieux, parce que les États-Unis sont quand même un pays très religieux où il n'y a pas de séparation forcément aussi nette de l'Église et de l'État que chez nous. Le président jure sur la Bible, etc. Une communauté montée par un prêtre un peu fanatique justement prévoit d'incendier le comic shop, ce qui forcément nous renvoie à plein de trucs du présent politique. Et justement en France, moi c'est vraiment une lecture qui m'a fait un choc, parce que après l'été qu'on a vécu justement, où tu sais on fait chier les rayons halal parce que justement ils entretiennent un vague lien religieux avec les djihadistes en fait, alors que les gens qui vendent de la bouffe halal sont pas des djihadistes, tu vois. Mais là c'est pareil, les gens qui vendent des comic shops sont pas des super-héros qui bousillent des villes. Et tu vois, quelque part il y a cette espèce de point de vue sur une population traumatisée qui surréagit, qui se braque, qui s'arc-boute sur la peur du danger. Et c'est vraiment bien foutu. Moi vraiment je le vois comme une contre-réponse tardive au 11 septembre. Et ça me fait beaucoup penser à ce que fait Tom King avec Rorschach. On en avait parlé récemment, où tu sais, je t'avais expliqué que selon moi, Rorschach en fait parlait de la politique du présent, parce qu'on voit dans Rorschach 1 des électeurs, des MAGA, quoi, tu sais, des Make America Great Again, et on voit un candidat à la présidence qui est un républicain tendance fasciste, tendance extrême droite et compagnie, qui est soutenu par les flics et les gardes de sécurité. Et en fait, Tom King répond à cette espèce d'allégorie de la présidence de Donald Trump avec des références comics. C'est-à-dire avec Watchmen, avec Alan Moore, avec une secte qui rassemblerait Otto Binder, Frank Miller, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que grosso modo, c'est de l'allégorie d'un auteur de comics qui se pose des questions sur quel rôle moi j'ai dans cette société, quel rôle moi j'ai dans ce présent politique, et comment en fait l'histoire de mon art, en fait, parce que Donny Cates, c'est un fan de comics, mais c'est aussi d'abord un artisan des comics, c'est un artiste, c'est un mec qui écrit, qui travaille là-dedans, quoi. Donc en fait, il pose la question de comment est-ce que mon art a évolué en parallèle de cette pensée depuis les années 50. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors la narration est plutôt bien foutue, c'est joliment dessiné, ça casse pas la gueule non plus, mais c'est joliment dessiné. Les couleurs de Kniff, assez vives, hein. Ouais, sont magnifiques. Il y a aussi un propos qui est justement sur... Tu disais ça parle des comics, c'est vrai, ça parle des comics évidemment, ça parle de la relation entre les comics et la réalité. Le numéro s'ouvre sur une citation de Animal Man de Grant Morrison. Citation bien involontaire et déformée, mais c'est la même réflexion qu'il y avait à la fin du volume de Animal Man de Grant Morrison, qui disait «
les personnages de BD sont aussi C'est la réels. citation dans les planches, parce que sinon tu as 2 autres citations, mais une de justement. Oui, de... tout à fait. Oui. Non, mais je veux dire dans les bulles dans les dessins, voilà. Parce que oui, effectivement, le numéro, en fait, donc t'as la couverture, tu tournes la page et tu vois une citation de Frédéric Wertham qui t'explique que les comics sont la propagande qui peut martyriser l'esprit des enfants, et en dessous t'as une citation de Todd McFarlane qui dit les gamins adorent les grosses chaînes. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu deux Pour pensées Spawn, qui quoi. se répondent, voilà, pour Spawn. Et après, du coup, le numéro commence et se pose la question, est-ce que les personnages de comics sont réels ? La réponse évidemment est non, ce sont des personnages de fiction créés, inventés, couchés sur papier. Mais comme le disait Animal Man, enfin le personnage d'Animal Man justement, ils sont aussi réels que n'importe quelle œuvre d'art, tu vois, quelque part qui a une influence sociale, qui a une influence culturelle, que tu peux encore redécouvrir 100 ans après. Donc voilà, ça pose des questions un peu sur la pérennité du médium, sur l'importance du médium en tant que mouvement culturel. Et puis surtout, ça pose des questions par rapport à Superman, c'est pour ça que je te demandais si on pouvait spoiler, puisque a priori, le passeur qui aide la jeune fille à quitter le mur du Colorado, c'est Superman, donc le premier Ou du super-héros. moins, voilà, Oui, il se peut que ce soit Suprême de Rob Liefeld ou un équivalent Image Comics de Superman. Mais... Non, mais je veux dire que ce sera jamais. Enfin, ça pourrait peut-être un personnage créé chez Image Comics, mais ce sera jamais Superman en tant que tel. Ce sera un pastiche, une parodie, en tout cas un truc où on va te faire clairement comprendre que c'est effectivement Superman. Après, moi, je me pose quand même la question, parce que le numéro, la série s'appelle Crossover, tu vois. Est-ce que quelque part, Kate n'aurait pas eu les énormes couilles d'en jamais. Il y a eu Black Hammer Justice League, hein, tu vois. Là, dans ce monde-là, ouais, Superman, c'est un gentil. Il y a Black Hammer Justice League, mais ça reste aussi une association de deux marques. Crossover, ça fait pas. Non, je vois pas dire. Mais Donny Cates, il bosse pas chez DC. Non, mais Black Hammer, c'était pas une marque. C'était pas avant que Jeff Lemire ne l'invente, c'était pas une marque, tu vois. C'est un grand oui, auteur. Mais dans le titre, non, mais dans le titre, t'as aussi Justice League dedans, tu vois, et tu vends clairement les personnages d'ici. Là, ce serait l'utiliser de façon cachée. Je suis pas en train de dire que je crois qu'il y aura Superman dedans. Non. Je suis en train de dire que ce serait couillu. Tu vois, parce que Superman, justement. Ah oui, mais c'est bien pour ça que ça n'arrivera pas. C'est le premier personnage de la mythologie des super-héros. C'est l'instigateur. Oui, et quelque part, c'est aussi le héros de l'American Way. On va en parler d'ailleurs un peu avec Tom King tout à l'heure sur Strange Adventures. Et là, justement, c'est très intéressant que Donny Cates revienne à ça. Déjà, pour parler des comics, mais aussi pour parler de l'Amérique, parce que Superman, c'est quand même le héros qui a été arraché à ses idéaux originaux de justice, justement, de justice sociale, pour devenir un héros patriotique qui défend le gouvernement, qui défend le président, etc. Et aujourd'hui, on sait que c'est une figure qui est justement revendiquée par l'extrême droite, le Comicsgate, les bouffons du Comicsgate, etc. Donc, même je me pose la question, parce qu'on sait que Cates avait réagi par rapport au Comicsgate en disant vous n'êtes pas mes amis, etc. sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça qui cible, tu vois ? Enfin, c'est un numéro qui est encore assez nouveau. Non, tu sais que moi, pourquoi, notamment avec la notion d'espoir qui est forcément toujours liée au personnage de Superman, et je te jure que le diminutif de Ellie, qui est elle, c'est une référence, enfin c'est un clin d'œil, ça, c'est juste un petit easter egg, mais c'est clairement un clin d'œil à Kal-El. Non, mais c'est sûr. Les références à ces personnes sont beaucoup trop nombreuses dans ce premier numéro pour qu'elles soient innocentes, mais surtout, tu te rappelles qu'il y avait quand même ce débat aussi, enfin cette déclaration un peu bizarre des mecs de Warner qui disaient ouais, aujourd'hui faire un film Superman ne serait pas pertinent, et ce qu'il fait avec là-dedans, c'est aussi de rappeler l'essentialité du rôle de Superman et la pertinence justement qu'il a dans notre monde surtout si c'est aujourd'hui le Superman de Siegel qui justement n'est pas un chantre de l'Amérique, tu vois, si c'est pas le Superman millerien, ça peut être super intéressant, c'est sûr. Mais du coup voilà, après moi, avec ou sans les droits de Superman, je pense que de toute façon ça peut être super intéressant. Très honnêtement, je m'attendais pas à kiffer autant. C'est parce que, comme je t'ai dit, justement, j'ai volontairement aussi un petit peu. C'est pas juste parce que j'ai une vie plus riche que la tienne, encore que. J'ai volontairement. Va te faire foutre. J'ai volontairement circulé autour de la promo parce que quand Bleeding Cool avait annoncé le truc, c'était au départ censé être un crossover, un vrai crossover. Mais ça, non, je pense que tu confies. Je pense que tu confonds clairement deux projets. Non, que tu confonds deux projets qui n'ont rien à voir entre eux. C'est possible. Je pense que le retour, le crossover qui disait en faisant le retour de tous les super-héros, un crossover entre. Ça n'a pas eu lieu. Oui, mais je pense que mais que ça n'a jamais été le projet de Donny Cates de toute façon. C'est ce que j'allais dire. Je pense que Johnston avait peut-être spéculé sur le nom crossover qu'il avait dû autant prononcer dans les bureaux d'Image, et se dire ils veulent faire un gros crossover, etc. Et du coup, moi, je m'attendais à ça, en fait. Tu vois, en plus, tu voyais la couverture un peu méta, justement, très Multiversity, très Grant Morrison. De toute façon, le numéro pourrait vraiment être intégré à Multiversity, hein, très honnêtement. Ça fait vraiment réflexion méta sur les relations entre comics et réalité, comme Ultra Comics, comme Pax Americana, etc. En rentrant dedans, vraiment, je m'attendais pas à kiffer autant, parce que bon, Cates m'est sympathique, mais genre God Country, pour moi, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Il a peu de vrais chefs-d'œuvre. Il a de très bonnes séries, il a des grandes séries, mais il a peu de chefs-d'œuvre.
Et là, honnêtement, je dis pas que ça part comme un chef-d'œuvre, il y a encore des défauts. Tu vois, par exemple, il y a un côté un peu masturbatoire. Quand il dit si ce comic, si la vraie vie était un comic, ce serait le comic qui se vendrait le mieux, tu vois. En parlant du comic qu'il est en train d'écrire, tu vois, le côté un petit peu je me branle et tout. Les dessins de Geoff Shaw, je trouve qu'ils sont pas forcément aussi parfaits qu'on veut bien le dire. Ils sont très beaux, mais c'est pas non plus une tarte graphique à la Ryan Stegman, par exemple. Mais très honnêtement, je dis, moi, ça m'a parlé en tant que Français. En tant que Français qui, justement, voit tous les jours, au quotidien, la pensée de ses concitoyens, de ses compatriotes se radicaliser. Parce que, justement, il y a l'action terroriste, parce qu'il y a des traumatismes qu'on n'arrive pas à expliquer, sur lesquels on n'arrive pas à mettre des mots, tu vois, et qui, du coup, forcent les gens à avoir des postures de repli, des postures de défense. Alors là, en l'occurrence, c'est très américain. Hein. Parce qu'évidemment, tu vois le prêtre, tu vois les pancartes Pray the Capes Away, tu vois, qui font des références à Pray the Gay Away, qui est un slogan de la vraie église castratrice pour justement l'homophobie, etc. Le God Hates Masks, c'est le God Hates Facts, tu vois, tu l'as vu hein, sur des pancartes. Voilà, donc évidemment, il y a des références très américains, mais quand même, je trouve que l'idée est vraiment assez universelle, et de manière générale, j'aime bien les comics qui parlent de comics. Là, on voit des références à Invincible, on voit justement des petites leçons d'histoire que te met Donny Cates dans la BD avec le personnage de Otto Alors, il me fait penser un petit peu à Philippe Touboul. Ouais, carrément. Je n'osais pas le mettre dans la critique parce que je croyais que ce serait peut-être trop niche comme van, mais voilà, il fait un peu penser à Philippe Touboul, justement le côté un petit peu vieux roublard. Ça reste un peu niche parce que voilà, donc c'est un traducteur de comics, un vétéran du secteur, et qui effectivement, c'est vrai que ce personnage de vendeur de comic shop ressemble à Philippe Touboul pour qui il a pu le voir en convention ou n'importe où. C'est ça qui est assez fort, genre les références sont vraiment très universelles, tu vois, je te dis, c'est au-delà même du côté terrorisme et tout, genre le personnage de Otto, t'as l'impression de l'avoir déjà croisé, tu vois, à un stand ou dans une librairie, etc. Enfin, le personnage de Ellie, tu vois, on a tous une pote qui fait du cosplay, qui est justement cette espèce de figure un peu noble, tu vois. Je pense à Phobos, par exemple, qui est justement plus ouverte et qui sait justement te remettre d'équerre si jamais tu fais une connerie, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont comme ça, je trouve, ça sent en fait la passion des comics, ça sent l'amour des comics, et ça sent en fait un mec, alors il le dit en postface, hein, c'est que Donny Cates, c'est un mec qui a une certaine un peu précaire, et il explique qu'il a frôlé la mort récemment. Alors j'ai pas suivi sa vie privée, je sais pas trop à quoi il fait référence, mais c'est que là il s'est posé des questions sur quel rôle et quelle histoire avaient les comics qui serait intéressant d'étudier. Et c'est là du coup que lui est venu l'envie de faire crossover. Alors faudrait lui en parler en interview, mais c'est effectivement assez intéressant. Mais très honnêtement, moi c'est vraiment une bonne tarte dans la gueule. J'ai très hâte de voir où ça va aller, j'ai très hâte de voir si c'est justement le comics, pas forcément qui va sauver les comic shops, mais qui va mettre le doigt qu'il faut mettre à l'Amérique blanche aujourd'hui, parce que même aussi quelque part à la France, on a aussi des lecteurs fascistes de l'autre côté de l'Atlantique, mais non vraiment, tartine, régalade, je suis très content, ça me cale un peu mon Multiversity 2 que je n'ai pas eu, tu vois aussi. Ouais. Et puis je veux voir ce Superman, quoi. Je veux le voir agir contre parce que pareil, il y a une vanne contre Trump dans la BD. C'est en fait au début, quand la bulle de crossover apparaît dans la ville, tu vois à la télé donc une journaliste qui est un bandeau défilant où il y a écrit le président dit que les masques n'existent pas, fait que les justiciers n'existent pas, et accuse les gens du Colorado d'hystérie collective ou de tu vois, donc, ce qui paraît très pertinent mais involontairement par rapport au côté genre non j'ai gagné l'élection et vous êtes tous fous et vous mentez et vous êtes tous des corrompus, tu vois. Donc il a l'air super vénère et en même temps c'est assez corché vif comme série, donc je franchement recommandé. J'ai pas mis 5 sur 5 parce que je trouve qu'il y a encore des petites questions qui se posent et des petits trucs à développer. Et c'est encore très américain. C'est toujours dire, est-ce que vraiment tu as un premier numéro auquel tu peux mettre la perfection, auquel tu peux dire c'est parfait, tu vois? Non, bien sûr que non. Si, ça a dû arriver, mais t'as un très bon ressenti. Mais s'il y avait encore les coups de cœur sur Comics Blog, j'aurais mis 4 sur 5 coups de cœur, quoi, clairement. Ouais, ça a confirmé, clairement. C'est un très bon essai, c'est un très beau premier numéro, mais c'est à confirmer forcément sur la durée, sans faire de blague encore au macaron. Excellent. J'adore cette blague. C'est chez Marvel, ça. Ah non, pardon. Bah non. Non, rien à voir. Non, je m'embrouille dans ton multivers, en fait. Effectivement. On passe à la suite, justement. C'est chez Marvel, ça aussi. Tu parlais de chez Marvel, la suite est chez Marvel, clairement, puisqu'on va parler de US Agent, nouvelle mini-série piloté par Christopher Priest, donc très très bon scénariste de Black Panther, de Deathstroke, créateur aussi de mince, je ne sais plus, ce duo incroyable, Woody, Quantum and Woody, Quantum and Woody, tout simplement chez Valiant. Et pour une fois que tu sais sur du Valiant. Bah ouais, non mais pardon. Ouais, je sais pas. Et du coup, donc il fait une petite mini-série sur l'US Agent. Tu peux me retrouver le dessinateur peut-être? C'est Georges Gentil. Ah cool, super. Et bah c'est du bon mainstream.
Voilà, et ça pour le coup, c'est vrai que je vais dire deux fois. Bon, j'attends vraiment ton argumentaire parce que moi j'ai trouvé ça, justement, alors que j'adore pourtant l'écriture de Priest et ça, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf du tout. Eh ben, je vais te le dire. Donc dis-moi ce que tu as aimé. Ça va venir, Mathieu, on va pouvoir faire baston. Alors, c'est super bordélique. Ouais. Franchement, quand il l'a tu le d'habitude. lis en une fois, tu lis en une fois, c'est limite indigeste, tu vois. Il y a trop de conneries à la minute. Alors, encore une fois, voilà, je vais être méchant envers Donald Trump. C'est justement une allégorie sur la présidence de Trump, très clairement. Hein, je veux dire, il y a des trucs qui sont évidents, genre, ça te parle d'une ville minière où tous les employés ont perdu leur boulot, et où il y a un Captain America, on va dire, qui est de leur côté. Donc ça, c'est tout, justement, la politique de Trump par rapport au côté on va défendre l'industrie du charbon, on va rendre leur boulot aux mineurs, on va recréer des emplois dans l'industrie minière, etc., où on sait qu'il a reçu des soutiens par rapport à ça. Et une fois que le mec arrive, bah en fait, il fait n'importe quoi, il fait de la merde parce que c'est un gros con et que bah, c'est un Américain vraiment patriote. Quelque part, c'est un symbole de l'Amérique, mais qui est vraiment trop bête et trop maladroit et qui sait pas ce qu'il fait et qui a rien à foutre là en fait. Donc le numéro s'ouvre là-dessus, ça circule un petit peu autour de l'intérêt washingtonien. Et puis tu découvres le John Walker, donc l'US Agent, le super patriote, qui essaye d'empêcher un attentat à la bombe par un livreur de pizza, qui du coup commande plein de pizzas et tabasse la gueule de tous les mecs qui livrent une pizza et les enferment dans la cave. Et puis là il tombe sur un mec qui fait du kung-fu, un vieil asiatique qui s'appelle Romy, je crois. Ouais. Et en fait lui, il y a un coup de cœur instantané, ils deviennent potes et en fait c'est échange de punchline sur punchline sur punchline, ça va à 100 à l'heure, c'est complètement sous drogue, c'est vraiment la série, c'est la série pilon, tu vois. Vraiment il y a de la bonne punchline dedans, mais franchement narrativement ça a vraiment limite aucun sens, tu vois. Ça me rappelle les bons épisodes de Wolverine and the X-Men où ça allait vraiment super vite et ça m'a vraiment décontenancé en fait cet aspect où en fait t'arrives pas à suivre vraiment de fil narratif clair où effectivement ça parle dans tous les sens pour pas forcément en dire grand chose, pour dire des conneries surtout aussi. Enfin, tout le monde est très très con en fait dans cette série. Mais c'est fait exprès, je te dis, parce que pour moi, j'entends bien que c'est fait. Tu vois, c'est pas un héros, c'est pas un justicier. Non, c'est un redneck. C'est un débile, c'est un redneck. Mais il l'appelle redneck, il l'appelle Red. Tout le monde dit, mais je peux pas Red, je suis pas rouge. Et puis non, mais Red pour redneck. Red State, tu vois, c'est Red State, donc l'état des armes à feu. Donc ouais, en fait, moi je pense que si tu veux, Priest, ils l'ont mobilisé parce qu'il fallait faire du John Walker avec la série The Falcon and the Winter Soldier, et la crainte que j'avais c'était qu'il fasse une série de commandes, tu vois, donc qu'il fasse une série où en gros tu suis un petit peu comme la série Falcon et Winter Soldier, tu vois, pour le coup qui est très anecdotique. Et en l'occurrence non, justement c'est Priest en fait qui en profite pour se foutre de la gueule de l'US Agent, qui en profite pour se foutre de la gueule des lecteurs de l'US Agent en faisant un truc complètement non-sensique, débile, où le héros est un crétin qui se fait bolosser par un mec de 60 balais et qui foire tout ce qu'il entreprend, tu vois. Donc moi pour le coup j'aime bien ce genre de série un peu brute, tu vois, où ça vraiment ça déconne à fond, tu vois. Et même il y a un esprit un peu Quantum Woody, tu vois, dans le côté un peu la punchline, la vanne, le duo improbable, etc. Après très honnêtement voilà, je vous le conseille de le lire si vous, comme moi, vous avez un humour bizarre à la Rick and Morty. Mais effectivement, comme Arnaud, j'ai dû le lire 2 fois avant de comprendre l'intrigue, parce que très honnêtement, tu passes dedans, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin je comprends que dalle et tout, et vraiment ça va à 100 à l'heure, c'est complètement déjanté. Mais pour moi c'est vraiment une bonne série, et justement je pense que j'y retrouve une sorte de côté un peu coléreux de Priest, qui notoirement donc un auteur noir américain, qui est pas très fan de toutes les bizarreries patriotiques pour les blancs, etc. Là j'y retrouve un côté genre John Walker c'est un héros pourri, tu vois, et justement c'est le héros trumpiste de base, c'est le héros des beaux, c'est le héros c'est le Captain America du pouvoir, tu vois, donc du coup il en fait un débile dans une histoire débile, et voilà, c'est son délire à lui, tu vois. Donc moi j'adhère carrément. J'aime beaucoup le trait de Gentil qui pareil est vachement rond, un peu très cartoon, tu vois, justement un peu Mickey Parade, tu vois. Donc ça m'a grave fait kiffer. Mais encore une fois, vraiment, si vous le lisez, prenez des repères scénaristiques, parce que sinon vous allez juste voir des dialogues s'enchaîner sans comprendre ce qui se passe. Voilà. Effectivement. Ouais, non, pour le coup, je suis pas. Peut-être parce que je l'ai pas lu une deuxième fois et que c'est plutôt cette première mauvaise impression qui m'est restée en tête. Mais j'entends sur le côté punchline, machin. Il y a effectivement des échanges qui sont un petit peu marrants. Je suis beaucoup moins saucé par contre sur le dessin, que je trouve vraiment très moyen, personnellement. Ah ouais, j'aime bien. Gentil, c'est pas. De façon générale, je suis pas ultra fan. Bah justement, ouais, je suis pas ultra fan de son dessin. Donc, mais je reste malgré tout. Toujours convaincu par Priest en tant qu'auteur, parce qu'il a fait tellement de choses qui m'ont plu que je pense que oui, j'irai quand même le relire au moins une fois pour avoir un peu mieux perçu la truc. Là, justement, si vous avez son Deathstroke ou son Black Panther, c'est pas du tout le même délire. Par contre, je trouve que le cliffhanger est ultra téléphoné, par contre, tu t'y attends de ouf, quoi. Rappelle-moi. Avec sa sœur, quoi, grosso modo. Ah oui, mais ça c'est pareil, c'est un côté
C'est un côté. Ah putain, merde. J'avais lu un super commentaire par rapport à ça, qui va pas me revenir du coup, où il disait que, tu sais, en fait, il transformait le personnage de US Agent en un autre personnage avec la frangine et tout. Et Guy Gardner. Tu vois, justement, où il y a ce côté vraiment. Ah ouais. Tu vois, c'est le héros complètement con qui fait n'importe quoi, etc. et qui a une frangine qui le bolosse, tu vois. Et il y a ce côté un petit peu genre récupération. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, ouais. Le héros involontaire à la Guy Gardner, du coup, dedans, c'est effectivement. Mais oui, le twist. Mais je te dis, c'est pas une série que tu vas lire pour le scénario. C'est une série que tu vas lire pour voir Christopher Priest prendre l'US Agent et lui mettre des patates, tu vois. Voilà. Des barres un peu, et pour les bons dialogues, tu vois. Moi, j'ai envie de ça quelque part, tu vois. C'est le côté un peu 21 Jump Street footrack qui me fait kiffer, quoi. Ok. Mais non, mais Mais j'admets que c'est très personnel. Ok, bah du coup, on continue un petit peu chez Marvel juste avec un autre numéro, une autre mini-série qui a démarré, donc plus portée anthologique, qui s'appelle Wolverine Black, White and Blood, donc qui prend un peu le parti pris des Batman Black and White. Littéralement. Donc, c'est-à-dire des petites histoires, faites par différentes équipes créatives sur Wolverine, du coup, Wolverine, je sais pas, sur Logan, voilà, c'est plus simple. Tu dis Wolverine. Hein? Tu dis Wolverine. Ah, c'est bon, on va pas. Après, tu vas me dire le Punisher. On a déjà eu ce débat, tu vas pas recommencer. Wolverine. Ça suffit. Wolverine. Non, Wolverine. Voilà. Serval, putain, nique-toi. Serval, j'aime bien Serval. Moi, je vais le faire à l'ancienne. Logan, hein, sinon. Mais c'est ce que je viens de dire, en plus, pardon. Logan. Donc, okay. Ça suffit. T'as dit Serval. J'ai dit Logan juste avant, mais c'est pas grave, tu ne m'écoutais pas. Ça arrive même au meilleur, ce n'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, le principe, c'est 3 petites histoires en noir et blanc et en rouge, bien entendu, puisque dans cette série, Logan est forcément très violent, comme d'habitude. Donc, il n'hésite pas à trancher des bras, des têtes, à éviscérer quelques personnes. Et donc, voilà, c'est quelque part, ça reprend le concept de Harley Quinn Red, Black and White aussi, qui utilise exactement le même jeu de couleurs, parce que le rouge est aussi une couleur liée à Harley Quinn par rapport à son costume plutôt. Là, c'est clairement par rapport à l'utilisation du sang comme élément autant narratif que visuel. Corentin, tu as kiffé? J'ai grave kiffé. J'ai kiffé ça ouf, quoi. J'ai kiffé 2 sur 3, moi. Ouais. Ah bah dis donc, c'est Arnaud Pessimisme aujourd'hui. C'est Arnaud Chafouin. Attends, Adam Kubert avec la scène avec le Wendigo. Bah c'est cool. Non mais c'est cool, mais ça te fait une belle commission, ça te fait pas l'histoire, on s'en branle. On s'en fout de l'histoire, peu importe. Okay. Mais ça voilà. Alors voilà, justement. Vas-y. Batman Black and White, et c'est là justement que tu vois que Marvel est un piètre copieur. Batman Black and White, c'était aussi des grands scénaristes. Que là, pour le coup, c'est quoi? C'est d'ailleurs Declan Shalvey qui écrit, qui dessine aussi un de ces numéros, qui pour moi, une des histoires qui est pour moi la plus faible d'ailleurs. L'autre, c'est quoi? C'est Cullen Bunn? Non, c'est Jerry Duggan. Jerry Duggan, et l'autre, c'était... Alors Jerry Duggan, c'est avec Kubert, et celui qui est avec Cassara, c'est... c'est Matthew Rosenberg. Bah voilà, tout simplement. C'est pas des grands scénaristes. C'est pas le niveau de Batman Black and White qui justement t'avait dégainé à une époque du Otomo, t'avais dégainé du Dini, t'avais dégainé du Azzarello, etc. Donc ça évidemment, voilà, bon ça quand tu le sais, tu vois la couverture, tu vois les équipes créatives, tu sais que tu vas pas être là pour le scénario. Tu sais aussi quelque part que la mythologie Wolverine était peut-être un peu moins dense que celle de Batman. Ouais, clairement. Voilà. Par contre, vraiment, moi, c'est graphiquement, j'ai pris un pied monstrueux. Enfin, je veux dire, non, c'est beau. La première histoire où Wolverine en Weapon X va chasser le Wendigo, t'as une double page, mon gars. Mais c'est le feu. Après, t'as la deuxième avec Cassara où du coup il chasse l'Hydra. Franchement, c'est un plaisir visuel. Celui-là, il est marrant. Bah, après, celle-là, je trouve que c'est quand même la plus réussie parce que le jeu de dialogue de Dupe en disant ouais, mais moi j'avais tout prévu. Non, mais tu penses que t'avais tout prévu, mais en fait, c'est moi qui avais tout prévu. Non, mais en fait, je t'ai fait croire que t'avais tout prévu, que tu avais. Mais en fait, c'était moi qui avais tout. Ça m'a fait marrer. Non, mais là, pour le coup, ça m'a fait marrer parce que c'est un échange un peu complètement absurde qui parodie un peu justement ces gimmicks de ah, mais j'avais tout prévu. Ah oui, mais en fait, je t'ai laissé croire que ça. Et du coup, c'est plutôt rigolo. Non, je suis d'accord. Et pour le coup, Cassara, il défonce quoi. Mais après, je vais être très honnête, moi, les dialogues, je les ai déjà oubliés en fait. J'ai lu le numéro. Moi, ça m'a fait marrer. Et les dialogues, ils m'ont pas resté grand chose. Honnêtement, pour moi, c'est une série un peu comme Black and White dans ses mauvais moments, tu vois, parce qu'il arrive que Black and White soit mal écrit aussi. Mais au moins, t'as cette espèce de plaisir esthétique incroyable d'avoir des vrais noirs et blancs magnifiques. Et en plus, un beau rouge. Les nuances de rouge qu'ils ont pris, elles sont quand même assez magnifiques à regarder. Ouais. Franchement, voilà, après, je m'attends pas à avoir un niveau de Black and White au niveau de l'écriture parce que justement, le catalogue Marvel, enfin le cheptel, comme tu dis, Marvel est peut-être pas aussi riche, mais il serait intéressant par exemple d'avoir un Cates dessus, d'avoir un Aaron dessus, d'avoir des mecs comme ça qui viennent un peu brutaliser le truc. Mais juste, franchement, pour avoir ce numéro avec le Kubert, Cassara et Shalvey, putain, ça régale les yeux, quoi, quand même. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé une série X-Men au niveau dessin à ce point-là, quoi.
Bah après, Cassara, il fait les débuts notamment du OST de X-Force, si je me rappelle bien. Je trouvais ça déjà Ouais, mortel, c'est quoi. très Tu vois, beau. donc, Il y avait aussi, j'arrive aussi Red Rise sur les New Mutants, mais là pour le coup, vu que je lis vraiment plus le scénario, ça marchait pas trop. Mais je te dis, honnêtement, pour moi, en côté anthologique, si vous voulez même juste choper un numéro par-ci par-là, si un dessinateur vous intéresse, je pense que ça fait carrément le taf, quoi. Oui, non, Dans le sens. ça reste. C'est quand même, c'est un projet qui est clairement plus à visée artistique, vraiment d'un point de vue visuel, plus que sur de toute façon le scénario c'est toujours dur. Je veux dire, même Batman Black and White, malgré les très bons scénaristes, c'est toujours dur de marquer Oui, indélébilement en 8 pages, tu vois, ouais. c'est quand même compliqué. Après, il y en a qui y arrivent mieux que d'autres. Oui. Mais pour moi, Marvel, si tu veux, ils sont encore un peu nouveaux dans l'exercice. Il faudra voir les prochaines équipes créatives. Mais très clairement, moi je pense que ça vaut l'achat, ouais. Ouais, ok, mais carrément. J'essaie d'être optimiste. Non, mais généralement, en fait, j'ai tout aimé dans la sélection que t'as mis. Donc, oui, mais de toute façon, en général, on essaie de mettre en avant les trucs qu'on aime dans ces podcasts, puisque nous servons en tant que bons agents du capitalisme les éditeurs VO qui nous envoient des lingots d'or par UPS, bien entendu. Tout à fait. Je ne voudrais pas alimenter les mauvais fantasmes que nous avons sur notre rapport à l'industrie du comics. Et je voulais dire aussi qu'en attendant une nouvelle série Batman Black and White, quelque part, si t'es fan d'anthologie, justement, et même plus violente quand même, parce que c'est vrai que Wolverine a quand même le côté un peu violent, bon, ça fait le plaisir, quoi. Et puis justement, pour lire du X-Men anthologique sans forcément devoir se taper tout Dawn of X et compagnie, même si c'est très bien. Ouais. Hein, mais... Non, moi je sais pas, moi ça m'a calé un creux encore, tu vois. Très bien, très bien. Un petit creux. Attends, il n'y a pas une pub avec des petits creux. Ouais, c'est le macaron, le pitch. Non, t'as un petit creux, c'est Marvel, quoi non, je sais pas. C'est quoi la pub là quand t'as un petit creux? Alors du coup, numéro suivant, tu me casses les couilles. L'autre série dont on va parler, du coup on va faire un petit détour en indé avant de faire un autre crochet chez DC. Une série qui sort chez Boom Studios, qui s'appelle We Only Find Them When They're Dead. On ne les trouve que lorsqu'ils sont morts, de Al Ewing et Simone Di Meo. Titre de science-fiction qui imagine en fait un futur où dans l'espace des vaisseaux explorent justement les galaxies à la recherche des cadavres de gigantesques divinités, puisque justement ces divinités-là en fait ne se matérialisent aux yeux de tous que lorsqu'ils sont morts. C'est vraiment littéralement l'explication premier degré du titre. Et donc voilà, ils ont des vaisseaux cutter, en fait des vaisseaux d'autopsie sur lesquels en fait ils peuvent aller se servir, puisque les vêtements et la chair de ces divinités mortes en fait servent simplement de matériel, de monnaie d'échange, de ressources avec lesquelles survivre aussi. Sauf que voilà, le capitaine de l'équipage auquel on s'intéresse en fait, Malik. Malik veut en fait trouver un dieu vivant, parce qu'il ne comprend pas pourquoi en fait il est complètement il est dans un questionnement interne très difficile, et il ne comprend pas pourquoi en fait il ne peut pas essayer d'en trouver un qui ne soit pas mort. Et donc c'est sa quête de départ. En même temps, le vaisseau est poursuivi par une autre unité dont l'autre capitaine en fait a un griffe très profond avec moi je dis griffe. Non. Grief. Alors un grief, pardon. C'est une griffe ou un grief? Ah, ça va. Un grief donc avec Malik. S'ensuit une course-poursuite très colorée, très beau visuellement. Ça chatouille le visage tellement c'est beau. C'est ambitieux. Le seul moins qu'on puisse dire, je dirais, c'est que c'est un. Je tiens à le dire. Ouais. Alors pourtant, Al Ewing, que toi tu n'appréciais pas trop par rapport à Immortal Hulk ou il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu vois, et c'est là qu'on voit quelque part le super-héros n'est pas forcément le meilleur médium pour tous les auteurs. Un petit peu comme pour Crossover, où j'avais dit que Cates pour moi avait jamais fait un truc aussi bon. Là, pour moi, Al Ewing, effectivement, c'est vrai que je l'ai déjà dit, j'ai du mal avec Immortal Hulk, c'est pas mon délire. Enfin, ce serait mon délire si c'était un film ou un animé, je pense, mais le comics ne me parle pas du tout. Alors que dès les premières pages de preview de We Only Find Them When They're Dead, je me suis dit, oh, bon, c'est Di Meo, voilà, c'est le mec qui fait Power Rangers, c'est le mec qui fait Power Rangers Tortue Ninja, etc. Je sais que c'est une morite au dessin. Donc le voir sur un monde de science-fiction, space opéra, etc., me parlait. Et en plus, il y a une allégorie qui me plaît beaucoup, moi qui suis fan de vieux films d'aventure, c'est le côté Moby Dick. C'est-à-dire qu'en fait, tu disais effectivement, c'est des vaisseaux autopsie, en fait, c'est presque des baleiniers. C'est-à-dire qu'ils arrivent en meute autour d'une immense créature. Bon, il n'y a pas le côté cruauté animale des baleiniers, encore que, parce que les dieux sont déjà morts a priori. Mais voilà, ils arrivent, ils réclament une partie du corps, etc. T'as des policiers qui sont là pour, entre guillemets, les empêcher de se faire la guerre pour le même morceau de barbac. C'est très graphique.
On voit vraiment comment il dépouille le corps, et c'est aussi monstrueux quand tu vois justement un film comme Le Cœur de l'Océan, où tu les vois qui vraiment bousillent les baleines, où tu as demandé Tom Holland qui tombe dans un cadavre de baleine et tout, enfin c'est assez horrible. Et là il y a vraiment ce côté, c'est à la fois magnifique, c'est à la fois assez crado, pardon, pas crasso. Crado, oui. Crado, ouais. C'est aussi crado. C'est vraiment très très coloré, enfin c'est des plages de violet assez géniales. Malik, il fait justement très Captain Ahab, sauf qu'au lieu de chercher une baleine blanche, lui il cherche un dieu vivant, et de la même façon c'est encore une fois une allégorie de la quête de sens, de la quête de l'origine, de la quête de miraculeux, du divin, etc. Littéralement. Et puis t'as du coup toute cette espèce d'angle un peu familial avec Paula Richter qui effectivement leur cavale après, qui est un peu une super flic, etc. Alors ça décrit aussi un monde du coup de corporation dans lequel la Terre n'a plus de ressources, et où donc les baleiniers du futur doivent un peu aller piller les ressources des dieux, parce que c'est là qu'est la viande, c'est là que sont les organes pour créer des médicaments, c'est là qu'on peut faire du carburant avec leur sang, etc. Et ces baleiniers-là, moi je dis les baleiniers, c'est plus pratique, mais on peut dire aussi les pilleurs de dieux, quelque part, tu vois, les dieux lainiers, sont écoutés en permanence par la corporation. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce monde-là, dans le futur, une corporation dirige le monde, tous les vaisseaux ont des micros partout, à tous les étages, et en fait, du coup, ils n'ont pas le droit de se rebeller, entre guillemets. Ils sont tout le temps sous supervision, etc. Donc c'est pareil, c'est un truc, je pense que c'est un input politique qui est placé là, mais vraiment au détour d'une virgule qui va servir d'élément narratif. Mais voilà, ça dit des choses sur ce monde futuriste, ça explique quelque part que l'homme est tellement devenu à bout des ressources qu'il est obligé d'aller littéralement tuer Dieu pour le manger, tu vois. Enfin, c'est littéralement ça, quoi. Donc c'est même assez puissant au niveau de la symbolique. T'as des planches qui sont incroyables, des échelles de taille, ouais, où tu les vois qui s'approchent du nez d'une déesse. T'as pas encore, c'est souvent des déesses en plus. T'as pas encore lu Invisible Kingdom? Non, pas encore, mais Parce que faut que tu regardes vraiment le rapport aussi d'échelle de taille de Christian Ward était un peu dans ce même délire, quoi. Tu vois, alors, il n'y a pas le même gigantisme, mais t'as quand même aussi, c'est impressionnant. Ouais, bien sûr. Très impressionnant. Bien sûr, je te crois. Et après, donc voilà, pour vous les figurer, c'est vraiment des divinités un peu. En fait, c'est que des femelles, a priori. Enfin, en tout cas, qui ont c'est grave des Galactus féminines, quoi. C'est ça, il y a un côté vraiment très Kirby. C'est des dieux avec des casques imposants, des costumes de super-héros, enfin des armures un peu kirbiennes de New Gods et tout. Peut-être que c'est un hommage de Dimeo, justement à Kirby ou quoi, c'est pas impossible. Bah oui. Les designs de vaisseaux, c'est. Quoi? Ben oui. Comment tu m'as regardé? Mais non, c'est... Ben oui, du con. Mais connard. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Le regard qui m'a acheté, vous arrêtez. Mais non, mais c'est juste que tu supposes le truc, mais alors que c'est... Oui, c'est évident, mais c'est l'évidence même. Tout à fait. Je suis fatigué, putain, merde, il est tard. Donc ça tue. Il y a aussi un petit truc, tu vois, genre par exemple Malik, c'est un capitaine qui est gay. Oui. Qui est mine de rien un élément qui est vraiment mis au détour d'une virgule dans une scène où il y a une relation avec un homme, et c'est un truc qui entre guillemets est pas pamphlétique, pamphlétaire, et pas genre un argument de ouf ni le critère déterminant du personnage, c'est juste il est gay, point, ferme ta gueule et puis c'est tout, passe à autre chose. Donc c'est vraiment, c'est un truc que je trouve vraiment, mais c'est super intelligent, c'est vraiment recherché. Il y a un truc qui me mélange entre Moby Dick, 2001 l'Odyssée de l'espace, toute cette espèce, un petit peu aussi, Invisible Kingdom pour la science-fiction colorée, etc. Enfin, vraiment, moi, ça m'a retourné, quoi. J'ai très hâte de voir où ça va. Ouais. Là, on en est au numéro 3, pour vous donner un petit résumé. À l'heure de sortie de ce podcast. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu le numéro 3, on va vous dire parce qu'il se passe dedans, mais a priori, ça progresse. Et voilà, vraiment, Boom Studio en très grande forme. Pour moi, c'est comparable à des bonnes séries Image comme Black Science ou Odyssey de Fraction et compagnie. Donc voilà, très grand kiff personnel. Je voulais en parler depuis très longtemps et Arnaud me censurait un peu. Et en plus, du coup, Simone Dimeo qui a appelé à devenir une vraie recette dans l'industrie après avoir un petit peu caressé dans le sens du poil les trentenaires un peu nostalgiques avec Power Rangers Tortue Ninja, et tout le monde a pu s'apercevoir que oui, c'était un dieu vivant du dessin, que oui, ces personnages féminins avaient une gueule incroyable, que oui, ces personnages masculins avaient un swagger monstrueux. Donc voilà, c'est vraiment pour moi l'alliance d'un bon scénariste, un excellent dessinateur. Je pense qu'en d'autres mains, entre guillemets, même si les idées sont assez géniales, en d'autres mains, ça aurait pas forcément eu le même impact. Ouais. Mais le dessin vraiment fait tout. Après, en plus, alors, il y a quand même des effets qui me déçoivent un peu, parce que comme il dessine en numérique et qu'il met souvent des effets de flou pour montrer la vitesse, il y a des moments où le croiseur, par exemple, de Richter, fait un peu modèle 3D. Tu vois, et ça, pour le coup, moi, j'ai horreur qu'on ait des modèles 3D dans les animations, dans les animés, dans les mangas, dans les comics et compagnie. Donc là, pour le coup, ça m'a un peu fait chier, mais c'est vraiment l'affaire de 2-3 cases. Et dans l'ensemble, il y a des trucs qui vraiment...
C'est imaginer le Captain NICAP qui part chercher Galactus au fin fond de l'univers, quoi. Dans un monde vraiment un espace très corbien, très désespéré, très dépouillé. Enfin, vraiment, ça tue, quoi. Ouais, carrément. mon avis. Je suis d'accord. Oui. T'aimes pas être d'accord avec moi, hein. Si, je suis carrément d'accord avec toi. Surtout, c'est vraiment beau à mourir, quoi. C'est vraiment assez incroyable. Sur l'intrigue, je reste curieux aussi sur la direction que ça prendra avec le 3e numéro, mais voilà, moi je... Tu l'as pas lu ? Si. Ah bon ? Si, non, mais justement, je l'ai lu, Oui, et justement, je suis surpris d'un certain élément qui arrive dans ce 3e numéro, mais qui paraît, voilà, enfin, ce qui est bien, tu vois, ce que j'aime bien, et ce que les films ou les jeux ou les autres médiums n'arrivent pas forcément à retranscrire parfaitement, c'est l'impression de gigantisme, tu vois, moi, c'est les trucs que depuis Shadow of the Colossus, je recherche de ouf. Dans énormément de choses, tu vois. Dark Souls, c'est ce qui dans Dark Souls aussi, bien sûr. Bien sûr que si. Dans Dark Souls 3, quand tu affrontes, je sais plus comment il s'appelle, mais ce colosse là, t'as une impression écrasante d'être tout petit et tout ça, et c'est ce que tu retrouves aussi là-dedans avec ces petits vaisseaux face à des cadavres flottants gigantesques comme ça, c'est mortel. Mais tout le concept de toute façon de Galactus, des Celestials et tout ça, moi j'adore, tu vois, ça me fait kiffer vraiment d'avoir ces choses-là. Donc tu sens aussi que Wing, c'est un mec qui a bossé son sujet. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, ils vont en hyperespace, enfin, deux vaisseaux vont en hyperespace. À un moment donné, ils t'expliquent que si jamais l'autre essayait de lui tirer dessus, le blaster pourrait pas, parce qu'en fait, tu peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, et que donc le blaster pourrait pas tirer sur le vaisseau qui est plus loin, tu vois. En fait, c'est un truc qu'on avait reproché au Star Trek de J.J. Abrams, où à un moment donné, deux vaisseaux vont en hyperespace, mais le vaisseau à l'arrière arrive à tirer sur le vaisseau de devant. En fait, du coup, le laser va plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Donc, il y a plein de trucs de réflexion par rapport au capitanat de vaisseau, côté un petit peu les règles de science-fiction, etc. On sent que c'est un petit peu hard science, quoi. Sur le mec vraiment a fait ses recherches. Tu sens que c'est un vrai gros nerd de science-fiction et qui vraiment il avait envie en fait de mélanger plusieurs inspirations et tout. Et comme j'ai déjà dit, voilà, tous les vaisseaux, la nuée de vaisseaux qui approchent vers le dieu, etc. Enfin, moi ça m'évoque des, je sais pas, Eve Online, tu vois, enfin au hasard. Ouais. Mais ça c'est un peu plus niche, on va dire. Mais c'est vraiment ce côté, tu vois un monde vraiment assez dense, quoi. Mine de rien, en jeu de 3 numéros, quoi. Voilà. Très bien. On continue toujours, puisque de toute façon, tu l'as déjà dit, tu as tout kiffé dans cette émission. Donc c'est un peu pour toi. Voilà, c'est ton moment, Corentin. Fais-nous rêver. Fais-nous vendre des comics en VO, s'il te plaît. On vous rappelle que vous avez des liens de commande dans la description sur Ocha, blablabla. Pour un comics acheté, Corentin vous envoie une photo de lui tout nu. Et oui, c'est la promotion de ce mois de novembre 2020. Toujours est-il qu'on passe du côté de DC Comics avec un petit point arrivé à la moitié de la longueur de Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerads et Evan Doc Shaner, donc qui est leur nouvelle maxi-série en 12 numéros. Là, il y a le 6e qui est sorti, donc on a fait un petit point à mi-parcours. Enfin, c'est surtout Corentin qui va le faire, parce que moi, je ne suis que à un 6e du parcours. Je n'ai lu pour l'instant que les 2 premiers numéros, puisque oui, j'ai du retard sur certaines séries, ça arrive. Ne jetez pas la pierre. Voilà. Jésus de Nazareth le disait, que celui qui a péché lui jette la première pierre à Marie-Madeleine. Et voilà. Et après, la blague, c'est que du coup, elle se prend une pierre dans la gueule et puis Jésus se retourne et fait putain, maman, tu déconnes. Et voilà. Passons cette. Ça sent les blagues de lycée, ça. Ouais, clairement. Mais Corentin, donc, Strange Adventures, donc, qui s'intéresse donc à Adam Strange, qui n'a rien à voir avec Stephen Strange de l'écurie d'à côté. Il y a Doctor Strange. C'est ça. Qui est le même. Bah oui, tout à fait. Il y a Hugo Strange. Ni à Hugo Strange. Ni au magazine Strange. Effectivement. Voilà. C'est tout. on les a faites. Mais grosso modo, donc, Adam Strange, donc, explorateur, archéologue, qui se retrouve transporté par un rayon Zeta sur la planète Rann, dont il décide pas, mais dont il deviendra finalement un héros d'aventure, qui va protéger notamment toute la civilisation, on va dire ranienne, on va dire humaine, d'une attaque par des êtres qui s'appellent les Picts, pardon. Comme dans le Moyen-Âge. Ouais. Les Picts, et qui est maintenant de retour sur Terre, puisque le récit se passe à la fois dans le passé et dans le présent, et de retour sur Terre, c'est une vedette nationale, c'est un héros de l'espace, c'est un héros de guerre même, sauf que en pleine tournée promotionnelle, on commence à lui reprocher d'avoir commis des crimes de guerre, grosso modo. En tout cas, on sous-entend que les Picts n'étaient peut-être pas forcément juste de sombres barbares ultra-violents, mais qu'ils avaient peut-être une légitimité dans leur combat, et qu'en retour, en fait, Adam Strange aurait pu se montrer particulièrement horrible. Le truc, c'est que quelques jours après que lors d'une séance de dédicace,
une personne lui dise vraiment en face je sais ce que t'as fait, espèce de fou machin, t'es pas le héros que tout le monde dit, cette personne-là est retrouvée morte, et donc s'ensuit une enquête puisque Adam Strange dépêche donc Mister Terrific de lui dire Batman. non, c'est Batman, mais après c'est Voilà. Mister Terrific qui lui vient. Mais c'est un rôle, justement. ça. D'accord. Bah oui, mais je présente le début. Voilà. Et donc pour lui dire, mais en fait, vas-y, enquête sur moi, je veux prouver que je suis innocent, donc vas-y, franchement, déblame mes doses, quoi, et fais-moi innocent. Donc forcément, un récit de Tom King qui fait clairement appel à son passé un petit peu dans la CIA, puisque ça renvoie quand même clairement, enfin tu me diras si je me trompe ou pas, mais pour moi au rôle qu'a eu les États-Unis dans certaines guerres au Moyen-Orient. En tout cas, moi c'est clairement cette image qui me vient en premier lieu, en tout cas à la lecture de ces deux premiers numéros, où en fait sur le fait que sur un conflit à l'étranger, en fait c'est pas forcément celui qui défend contre les prétendus barbares, puisque les Pictes ont une apparence clairement monstrueuse, on va dire. Par contre, les Pictes sont des barbares. C'est qu'ils conquièrent plusieurs planètes et compagnie, c'est les méchants. Il y a pas de... Enfin, là où j'en suis, il y a des nuances et compagnie, mais les Pictes sont vraiment des enfoirés, etc. Il y a pas de... C'est les Chitauri, c'est les Skrulls, ce que tu veux, etc. D'accord. Bon, autant pour moi là-dessus. Mais justement, aide-moi à y voir plus clair. C'est intéressant justement cette lecture-là, parce que effectivement, au début de la série, tu te dis justement, ça va parler de ce côté un peu post-militaire de Tom King, qui interroge un petit peu justement toutes les saloperies qu'ont fait les États-Unis en Afghanistan, mais au point où j'en suis, c'est-à-dire au numéro 6, donc ce qui sont là où on en est. C'est la moitié, hein, c'est la moitié. Voilà, il n'y a pas encore, comme tu le disais, donc c'est raconté entre passé et présent, avec Ivan Doug Shiner qui dessine la partie passée. Il n'y a pas encore en fait beaucoup de trucs qui t'expliquent que Adam Strange a fait vraiment des grosses saloperies. Enfin, on te montre qu'il a galéré quand même, on te montre que ça a été compliqué de former une armée pour renverser les Pictes, qu'il a fallu qu'il aille parler un petit peu comme dans Star Wars 1 à des populations qui ne sont pas les populations humanoïdes de Rann. Donc il y a les populations de sous-couche, tu sais, les barbares un petit peu plus aliénoïdes et compagnie. Là, on te montre ça, on te montre sa relation avec Alana, qui est un petit peu le personnage central, en fait. Parce que peu à peu, en fait, le focus se distance un petit peu de Adam Strange pour aller vers sa femme, qui, depuis son arrivée sur Terre, est un peu devenue... je sais pas si je prends la référence... Tu vois la série House of Cards ? Je l'ai pas regardé. Bon, pour ceux qui ont vu House of Cards, vous voyez peut-être le personnage campé par... pourquoi ma copine n'est pas là quand j'ai besoin d'elle ? Bon, la femme du héros, voilà, Frank Underwood, Claire Underwood. Voilà ça, donc Claire Underwood qui est un petit peu justement l'espèce de lionne, vachement plus intelligente que son mari, qui pour le coup, comme c'est un monde d'hommes, lui navigue en politique, mais c'est un petit peu elle le génie des deux. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'Alana, en fait, grosso modo, c'est un petit peu la mastermind de la vie de Adam Strange. Et petit à petit, on s'éloigne en fait de ce côté un petit peu la guerre, etc., pour juste aller sur une série qui pose la question. Qui interroge en fait le sujet du scandale. C'est-à-dire que à mesure que Terrific mène son enquête, c'est important justement que Batman appointe Terrific, parce que Batman sait qu'il pourra pas être objectif. Parce que déjà, bon, il est blanc comme Adam Strange, et il y a un vrai message sous-jacent par rapport au côté quand les Noirs posent des questions sur les blancs privilégiés, etc. etc. D'accord, ok. Il y a ce côté aussi, Terrific, c'est pas un mec sympa, personne ne l'aime, c'est pas un justicier aussi sympathique que Batman ou Superman. Et justement, Batman le sait très bien qu'en fait, comme Terrific a perdu sa fille dans un accident de voiture, enfin sa femme enceinte de sa fille, quelque part, comme là, il est question d'enquêter sur qu'est-ce qui était devenu à la fille de Adam Strange et de Alana. Lui, il sera plus objectif parce que il pourra pas entre guillemets couvrir le fait que ce soit eux qui tuent leur fille ou quoi. Bon, c'est pas vraiment ce qui est encore arrivé à la fillette en question. Mais donc, voilà, on suit l'enquête de Terrific, qui est un personnage assez intéressant, qui est pour le coup qui est une brute, mais très intelligente, qui a un certain swag un petit peu à la Wolverine, justement, tu sais, qui se laisse pas faire et tout. Et à côté, en fait, on voit justement comment Alana va manipuler l'opinion publique américaine pour faire excuser les éventuels crimes de son mari. Et en fait, tu vois vraiment la descente aux enfers de Strange, à qui la situation lui échappe. Et en fait, tu peux très bien imaginer que c'est une série qui parlerait, par exemple, d'un scandale sexuel, tu vois. Ça pourrait te parler de Weinstein, ça pourrait te parler de DSK, ça pourrait te parler, comme tu disais, effectivement, d'un scandale politique, d'un scandale lié à l'armée, tu vois, d'un mec dont on découvre qu'il a torturé des gens ou quoi, tu vois, effectivement. Mais c'est encore assez flottant, c'est-à-dire que vraiment, ça te montre comment l'opinion publique réagit quand une figure qu'ils aiment bien se fait attaquer.
particulièrement par un journaliste entre guillemets d'investigation noire, qui va être bien sûr terrifique. Ça te montre un petit peu comment justement un couple va se radicaliser pour se sécuriser, pour se protéger, tu vois. On parlait récemment par exemple de l'affaire Amber Heard, Johnny Depp, tu vois, il y a un petit peu ce côté-là aussi, comment le public justement va vouloir prendre parti et refuser qu'on interroge la vie privée de gens qu'on aime bien. Donc c'est vraiment intéressant au regard du présent justement, avec tous ces débats sur qu'est-ce qui appartient au public, qu'est-ce qui appartient au privé, séparer l'homme de l'artiste, nanana, et est-ce que les figures qu'on apprécie sont toutes exemptes de reproches, comment se gèrent les scandales justement à ce niveau de puissance, à ce niveau entre guillemets de richesse, parce qu'on te montre quand même qu'ils ont du fric, hein. Strange et Alana justement, c'est vraiment une sorte de vilaine de James Bond, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est très élégante, très sexy, mais il te la montre aussi comme une femme d'un certain âge, tu vois, elle a 40 balais, elle est pas filiforme justement, elle est... C'est vraiment, même physiquement, tu vois, elle a un côté vraiment la femme puissante de 40 ans, mais en fait quand tu lis, parce que Mejigra est un trait très réaliste, elle me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus, et justement tu vois vraiment ce genre de profil qui existe dans la vraie vie en fait, des politiciennes un peu républicaines ou quoi, tu vois, enfin il y a vraiment, c'est riche à plein de niveaux. Il y a souvent des citations d'auteurs de comics qui viennent s'intercaler aussi, donc de Hollywood, de Steve Ditko, voilà, plein de mecs, grosso modo de Alex Todd et compagnie, et tu te demandes un peu ce que ça fout là. Moi j'ai pas encore lu les interviews de King sur le sujet, mais parce que je veux pas non plus me forger une grille de lecture qui serait que celle de l'auteur. Ouais. Mais c'est effectivement assez intéressant, et justement ça pose plein de questions assez intéressantes, parce qu'en général chez King la femme est plutôt un élément positif. Généralement chez King la femme c'est plus elle qui va prendre l'homme traumatisé et le remettre dans le droit chemin. Là en l'occurrence Strange n'a pas l'air traumatisé du tout de ce qu'il a fait. Strange a l'air d'être le plus composé des deux, et c'est la femme qui, un peu plus cruellement ou froidement, va être celle qui va mettre une chape de plomb autour de la vérité, et quelque part même un petit peu instrumentaliser le Congrès, instrumentaliser l'opinion américaine, etc. Je pense qu'il y a des déclarations sur la politique du présent, c'est évident, mais je suis pas assez américain, ou j'ai pas les bonnes références par rapport à la guerre pour comprendre ce que c'est. Mais non, vraiment c'est super intéressant, c'est très bien dessiné, et quelque part c'est encore une fois très frustrant, parce que au numéro 6, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la fille de Strange et Alana. Et le dessin de Doc Shaner vraiment te décrit une aventure à la John Carter of Mars, en fait. C'est-à-dire que Alana, c'est Jatoris. John Carter, c'est Alan Strange. Et tu vois une mission valeureuse d'un mec qui essaie d'aller de peuplade en peuplade, et qui vraiment, il en chie, tu vois. Enfin, il faut qu'il combatte à mort le chef de telle tribu pour que la tribu accepte de lui obéir. Ils vont faire la bataille. Ils perdent. Strange est téléporté sur Terre avec le Zetabim. Il va voir Al Jordan, et qui lui dit bah non, je peux pas t'aider, parce que si jamais on défend contre les Pictes, bah du coup on entend guerre avec les Pictes. Superman qui lui fait mais si je me barre maintenant, parce que moi j'ai pas le Zetabim, tu vois, si je me barre maintenant, bah après la Terre va est laissée sans surveillance pendant une semaine, le temps que je revienne et compagnie. Et tu vois en fait vraiment ce côté un petit peu un mec, par exemple, je sais pas, je pense à un Kouchner ou un mec comme ça, tu vois, un mec qui voudrait justement mobiliser l'ONU pour essayer de venir aider un pays comme, je sais pas, l'Ukraine ou quoi, en train de faire attaquer par un ennemi qui va gagner en fait, mais que personne ne veut l'aider. Enfin, c'est vraiment riche à plein de niveaux. Et comme tu disais, il y a le côté effectivement qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Et pour l'instant, en fait, l'histoire qui est dessinée par Doc Shaner est très romantique. Enfin, il y a une scène d'amour entre Strange et Alana, et tu vois vraiment, enfin, ils sont au bout du rouleau, ils en peuvent plus, etc. C'est une guerre quand même contre un envahisseur qui est menaçant, qui est flippant, qui est dangereux, quoi, qui va gagner. Et tu vois que c'est vraiment les deux seuls qui peuvent encore y arriver. Enfin, c'est vraiment assez puissant, parce qu'en fait, on te montre pas une origine du mal, ou genre le moment où Strange ou Alana auraient commencé à décliner. D'accord, ouais. Tout le passé est glorieux, et c'est le présent qui pose problème, qui est grinçant, la terre est inquiétante, tu vois, le retour au pays est inquiétant. Et c'est vraiment bien foutu. Les deux dessinateurs sont évidemment quelque part, t'as quand même aussi alors un propos sur le retour des vétérans de guerre. Oui, tu l'as, mais il y a vraiment, en fait, ça se focalise vraiment sur le côté un petit peu enquête journalistique, sur les crimes, ou plutôt les scandales autour d'une personnalité publique, et comment tu réagis. Est-ce que tu laisses faire la personne, parce que ça reste un héros, c'est très gentil. On dit pas que c'est pas un héros, hein. On dit depuis le début c'est un héros, il a effectivement sauvé Ran. Et en échange, il faut accepter qu'il y ait une propagande, tu vois. Bah non, il faut quand même qu'il soit responsable de ses actes, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment bien fichu, et je trouve que, j'ai vu les commentaires sur les sites et les forums et compagnie, voir des gens qui disent ah c'est chiant et tout, comme si tu veux, t'avais encore les anti Tom King sur Batman, tu vois, qui étaient encore là en train d'essayer de lui casser la gueule. Alors franchement, c'est une très bonne série, c'est moins bien que Mr. Miracle, c'est bien mieux qu'Heroes in Crisis, c'est mieux que son Batman à mon sens post Nightmare, parce que justement tu vois où il veut aller, c'est très clair, mais c'est pas aussi intime. Enfin, je pense pas, parce que je pense pas que Tom King ait forcément les mêmes casseroles, ou que sa femme, en tout cas, s'il projette sa femme dans Alana, c'est chaud. Parce que pour le coup, Alana, c'est vraiment... Non, il projetait sa femme dans Big Barda, dans Mr. Oui, voilà, on est d'accord. Clairement. Et là, justement, c'est une évolution. Parce que le héros est même
presque pas important. En fait, Strange, il est important dans le passé, mais dans le passé, c'est vraiment, il est juste bon. Tu vois, il est très con en plus comme mec. Enfin, il a pas beaucoup d'épaisseur, tu vois. C'est pas torturé ni rien. Lui, il veut sauver Ran, c'est tout. Il a que ça comme motivateur. Ouais, il a Sauver Ran, épouser la fille, épouser la nana, tu vois. Donc au final, c'est vachement différent de Mr. Miracle. Je dirais pas que c'est moins bien forcément, parce que c'est encore une fois très. Non, mais t'es pas obligé. De toute façon, t'es pas tout le temps obligé de comparer à ce qu'il a fait, et parce qu'il a fait des très bons trucs avant. Parce que Mitch Gerrard et Tom King, tu vois. Oui, bien entendu, mais voilà, mais dans ce cas, tu peux aussi faire un rapport à Sheriff of Babylon sur le côté militaire un peu de l'intrigue. Je dirais que c'est pas. Enfin, justement, je vois ce que tu veux dire par rapport au côté retour au pays, les militaires qu'on torture, etc. Mais à mon sens, c'est même pas vraiment le sujet, en tout cas de là ce que j'ai lu, tu vois. Ça en fait partie, mais le sujet, c'est plus la radicalisation, on va dire, et le côté l'élite qui se défend, tu vois, qui se réagit quand on essaie de lui demander des comptes. Alors après, est-ce que ça part encore une fois de Trump ou pas ? J'ai pas non plus envie de dire que la terre entière tourne autour de ce connard. Non, bien entendu que non, mais après, les auteurs, beaucoup n'ont pas aimé cette présidence pendant 4 ans et beaucoup ont décidé de l'exprimer. Ouais. Beaucoup même se méfient des strates du pouvoir, tout simplement, et du coup voient peut-être l'intérêt de mener des enquêtes, de poser des questions, d'interroger le fond du fond, quoi. Donc c'est vachement intéressant par rapport à ça, et encore une fois, comme on l'avait dit pour Doomsday Clock dans le podcast avec Emmanuel, c'est du décès politique, qui est vraiment intelligent, quoi, et c'est vraiment bien fichu, ça va pas trop vite, c'est détaillé et tout, il y a des ambiances, enfin Geralt, ça fait du bien d'avoir aussi ce DC-là mais oui, dans les publications actuelles, actuelles. Il flingue, genre t'as un moment donné où Alana elle est à la piscine, elle sort de la piscine en maillot de bain blanc, t'as Batman qui apparaît dans le néant, elle sort un flingue, mais c'est des postures vraiment de James Bondery, mais c'est super esthétique, c'est très visuel, enfin c'est magnifique. La meuf est pas trop sexualisée, tu vois. Geralt, il a été Eisnerisé, ouais. Bah pour Mr. Miracle, non justement, ou Sheriff, je sais pas. C'est ça. Non, pour Mr. Miracle. Mais du coup, les deux dessinateurs sont des tueurs, enfin vraiment sortir en VF, si vous écoutez, si vous n'aimez pas la VO, il faudra vous l'année prochaine certainement, oui. Voilà, pour le coup Tom King, voilà, moi je le mets vraiment dans un très bon projet. Ok, très bien. Et on a grave hâte de voir ses prochains projets, quels qu'ils soient, en tous les cas. Et on vous reparle de toute façon de Strange Adventures pour la sortie VF. Donc, d'ici l'année prochaine. Après le 12e numéro, si c'est nul. Ouais, c'est ça, si jamais si ça s'est planté. Mais on espère que non, puisque voilà, comme vous l'avez compris avec l'intervention de Corentin, la première moitié est très enthousiasmante. Et de mon côté, avec 2 numéros seulement, c'était déjà très enthousiasmant, même si a priori, ma lecture, je vais devoir la corriger un petit peu en cours de route, puisque ce que j'avais en tête ne se vérifie pas. Corentin, on va terminer ce Back Issues VO avec un graphic novel qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable! Oh, Ramvi ! Je crois que j'étais en train de partir sur une imitation de Jacouille la fripouille. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Alors, non, franchement, il faut pas là. Et pourquoi des pas? choses qu'il faut pas réveiller. Tu sais que je suis tombé l'autre soir à la télé sur les visiteurs en Amérique. J'avais complètement zappé qu'ils avaient fait le remake, mais c'est avec Tara Reid qui danse en boîte de nuit avec Christian Clavier, mais incroyable. Et d'un coup, tu sais qu'ils ont même fait les Visiteurs 3. Mais c'est celui-là le 3e en fait. Non, parce qu'il y a un 3 aussi, un vrai 3. Non, c'est le 4e, la Révolution. C'est le Visiteur 4. Non, parce que le 3, c'est pas la suite, c'est un remake. Non. Quoi? C'est comme Evil Dead 2 et Evil Dead 1, tu vois. Je comprends pas. Les Visiteurs en Amérique, c'est un remake du premier. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas le 3. Ouais, mais dans la chronologie, quoi. Je veux dire, tu veux vraiment qu'on emmerde les gens avec ce débat? Ouais, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que les gens sont venus. C'est vrai que les gens se disent, ouais, tu sais, on va avoir des commentaires genre, ouais, j'étais venu pour écouter une émission sur les comics et putain, ça parle des visiteurs. J'en ai marre. Je me souviens d'un mec qui nous avait mis une review sur iTunes et qui disait, ils sont très pros. C'est ça. Bonjour à toi, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce commentaire. Ne l'efface pas, s'il te plaît, parce qu'il était effectivement très gentil. C'est le confinement, on est fatigué. Mais oui, mais du coup, Blue in Green, un graphic novel sorti chez Image Comics, écrit par Ram V et illustré par Anand R.K. Voilà, un thriller, un polar un peu angoissant sur fond de jazz, de blues, un petit peu vraiment le démon de la musique, un petit peu quelque chose d'un petit peu bresson. Je l'ai lu, il faut que je le relise en fait, parce que je t'avais vu que moi je l'avais lu pour le précédent Back Issues VO, donc il m'a un petit peu sorti des mémoires, mais en même temps je l'ai annoncé dès le début, cette émission c'est un peu ton moment, de gloire, Corentin. Profites-en bien tant que ça dure, puisque figure-toi que la célébrité c'est quelque chose d'assez éphémère, je l'ai connu. Oui, je sais, ouais. Dans les années 80, tu sais, tout ce genre de choses. Voilà, ouais, c'est ça.
La liaison Arnaud qui court vers Robert Pattinson. Exactement. C'était avec, il y avait des petites cartes à découper dans le magazine. Avec ma j'ai gueule encore dessus. le mien d'ailleurs. C'est vrai. Un C'est parfait. Voilà. Alors, Sortez avec Jennifer. Blowing Green, donc un musicien un petit peu à la traîne, un saxophoniste justement. J'adore. Prof de saxophone. Prof de saxophone, dont la maman meurt. Oui. Il retourne du coup à la maison natale. Oui. Et en faisant le tri dans ses affaires, il tombe sur une mystérieuse photographie. Oui. Et qui est-il ? Il y a un monsieur sur cette photographie. Oui. Et en allant explorer, en fait, justement, en essayant de trouver qui est cette personne, oui. un musicien aussi, oui. et bien, en fait, s'ensuit une histoire un petit peu qui... Oui, je me rappelle quand même. Heureusement, je n'ai pas encore Alzheimer, Dieu m'en garde. C'est juste que dans les développements précis, c'est sur la fin surtout que j'ai quelques errances. Mais grosso modo, donc une enquête trouble et qui en fait va petit à petit mêler en fait le passé de la mère de ce personnage et ce rapport à la musique avec quelque chose d'un peu plus, je dirais pas lugubre, un peu juste démoniaque en fait, différemment. Lugubre, oui. Ouais. Ça a vraiment la gueule d'une série d'horreur. Ça a vraiment les codes d'une série d'horreur. Le dessinateur, Arnaud, s'il te plaît. Oui, c'est Anand RK. Ouais, Anand RK, qui que tu sois, tu es très doué. Il y a un petit côté... Dave McKean, voilà. Sienkiewicz, c'est vraiment un mélange des deux. T'as le côté Dave McKean pour les collages, qui sont très nombreux, et les visages qui sont parfois assez dépouillés. Tu vois, des fois, il te fait un visage, c'est juste une gueule avec deux ronds. Et Bill Sienkiewicz, évidemment, pour les effets d'exagération, les ancrages magnifiques. Et puis, on va dire que la figure démoniaque, elle est très Sienkiewiczyenne de ouf. Même son regard. T'as un moment donné où t'as une sorte d'hommage à Lovecraft avec une énorme pieuvre, mais qui est pas pleine d'yeux, mais qui est pleine de bouche. Alors que ça a vraiment, ça a limite aucun sens. C'est vraiment une BD très expressionniste, au sens où le dessin dit presque plus de choses que le texte. Donc, comme tu dis, en fait, le texte, c'est une fiction policière, un polar, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Effectivement, on a déjà vu des milliers de films qui parlent de ça. La mère meurt, le fils n'était pas très proche de la mère, il va creuser un peu le sujet, en apprendre plus sur elle via son passé. Et là, se connecte avec une sorte de mythe très américain du musicien qui vend son âme au diable, un petit peu comme le premier bluesman dont j'ai oublié le nom, Robert Mitchell, non, je sais plus, qui avait vendu son âme au diable fameusement pour inventer le blues en 1927, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, il y a un petit peu ce côté-là aussi, c'est-à-dire que donc, le personnage qui effectivement était un grand passionné de jazz n'a jamais en fait eu le talent pour... il avait la passion, mais il pensait qu'il n'avait pas entre guillemets l'étincelle. Et donc du coup, il a été un petit peu comme nous pour les comics, tu vois. Il a été critique, il a été biographe, il a été prof, et en fait, il n'a jamais voulu vraiment... Il n'a jamais senti les capacités à y aller. Donc là, après que sa mère meurt, il va poser des questions par rapport à quelle filiation sa famille entretient avec le jazz. Et donc effectivement, il y a un démon de la musique qui lui explique que les mauvais choix qu'il fait sont les mauvais choix qu'il a déjà fait en acceptant de faire cette enquête. Donc il y a un truc sur la trajectoire, la destinée, l'héritage familial. Probablement que c'est très personnel pour Ramvi. Après, c'est assez marrant d'ailleurs que le bouquin sorte quelques mois avant le film Soul de Pixar, qui parle aussi d'un professeur de jazz qui n'a jamais eu l'occasion de percer. A priori, c'est pas forcément la même version de l'histoire, mais moi ça me fait rire. Donc Ramvi, pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent aussi, c'est le scénariste du coup de This Savage Rose. Voilà, et de Catwoman depuis très peu de temps. Donc c'est un mec qui a amené Dark aussi. Voilà, c'est un mec qui a amené à percer, c'est un vrai. Alors autant sur l'indé, il a des projets de qualité, mais en tout cas chez DC, il est en train de grimper sérieusement, quoi. Tout à fait. Bon alors là, très, très honnêtement, je vais vous dire, Blue and Green, c'est bien. Pour le texte, c'est bien. Voilà, c'est une bonne BD pour le texte, c'est un bon scénario, c'est bien fichu, il y a des bonnes références. Si vous aimez le jazz, tu vois, on regardait le Terminal hier avec ma chérie qui est plein de références au jazz justement. C'est agréable, il y a même des vrais morceaux qui sont référencés que j'ai écouté, Danny's Dream, un très bon morceau de jazz, saxophoniste. Toi qui es fan de saxophone, ça va peut-être plus te parler. C'est pas au-delà d'être fan, je suis saxophoniste, surtout. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai dit? T'es fan de saxophone, Ah oui, non, pardon, j'en joue, donc oui. Tout à fait. Ouais, le générique d'Arnaud, le générique de podcast, c'est Arnaud, voilà, sachez-le. Arnaud est le héros de Blue and Green, mais blanc. Et au niveau du dessin, vous avez vraiment un truc assez unique. Je veux dire, ça ressemble vraiment, c'est vraiment la gueule d'une série Vertigo en fait des années 90. Mais ouais, bien sûr. De Black Orchid, de tous ces projets un petit peu tarés qu'il y avait à l'époque de Kill Eternity, de Fegredo, de Enigma, etc. C'est incroyablement riche pour ce que ça raconte. Je veux dire, le scénario effectivement est bien, mais il appelle pas une générosité pareille. Et en fait, chaque page est un exercice, chaque page est une nouvelle idée. Il y a des trucs par rapport au découpage, à l'ancrage, au contour. T'as les effets de crayonnés comme si c'était fait au crayon de couleur, etc. Ça jaillit. T'as le côté pieuvre et compagnie. T'as une scène de cul à un moment donné qui, pareil, est faite sur une sorte de fond de collage et tout. Quand le mec se découvre un nouveau talent pour le jazz, c'est fait avec 9 cases qui sont découpées comme ça au milieu de la planche.
Vraiment, c'est une BD magnifique. Quelque part qui, du coup, moi, pour les gens comme moi, tu sais qu'on en avait parlé avec The Department of Truth aussi, justement, ce style vraiment très... L'école Sienkiewicz, en fait, vraiment, qui continue de fleurir aujourd'hui pour des BD très underground et très indépendantes. Moi, honnêtement, je pense que je vais acheter le trade juste pour pouvoir le refeuilleter. Sinon attendre que peut-être qu'un éditeur VF le ramène. Oui, bah, ça pourrait aider parce qu'effectivement, il y a des passages qui sont un peu compliqués à comprendre si on n'est pas une brute en anglais. Il y a vraiment des moments où ça parle en argot un petit peu de Brooklyn. Très littéraire là-dedans. Comme plus jargonisant, tu vois. Justement, il y a ce côté, tu sais, ils parlent en jazz, tu vois. Ils disent this cat, etc. Tu vois. Donc voilà, moi pour le coup, je l'aime bien cette BD parce que ça fait travail un petit peu, pas de jeunesse, mais on sent que Ramvé va aller très loin. En tout cas, nous on le pense. Pour moi, Savage Shores c'est mieux, mais celle-là en l'occurrence est plus jolie dans mes codes et mes référenstiques personnelles que Savage Shores. Du coup, ça fait quand même deux très bons Savage Shores avait un côté franco-belge qui ne s'en cachait pas, alors que là, on est... Voilà, non, mais c'est ce que tu disais depuis avant, alors que là, on est clairement dans le Vertigo, dans le comics, très indé, quoi. Horreur, psyché, ésotérique. Mais surtout qu'en plus, tu vois, autant il y a quand même pas mal maintenant d'horreur en comics. Je trouve que ce genre-là, qui est quand même vachement... Pour moi, tu sais, c'est pas de l'horreur, enfin c'est plus dans le fantastique, mais vraiment dans sa dimension. Le fantastique à la Guy de Maupassant. Non, mais moi je te parle vraiment en convocation plus littéraire, mais Guy de Maupassant et Edgar Allan Poe, c'est-à-dire vraiment un élément de surnaturel qui se glisse de façon très insidieuse en fait dans quelque chose, dans une situation plus normale et pas forcément joyeuse, et qui te fait vriller en fait dans un truc de plus en plus sombre, tu vois, mais vraiment c'est cet élément là, tu vois, du truc qui est pas trop normal dans une situation normale, et tu captes en fait, et c'est ça qui te fout les chocottes, tu vois. C'est ce qui différencie un peu le film d'horreur du thriller, on va dire, du film d'angoisse, tu vois, sinon, tu vois. Ouais, mais pour moi ça tient vraiment quand même vraiment de l'horreur au niveau du visuel, quoi. C'est vraiment mais tu t'y attends pas forcément, mais pas de l'horreur américaine, tu vois, c'est vraiment c'est de l'horreur littéraire, c'est de l'horreur fantasmée, c'est de l'horreur de peinture en fait, tu vois. Aussi, c'est du Francis Bacon, tu vois, c'est ce genre de truc là, c'est du Silent Hill un petit peu aussi. Il y a vraiment ce côté, c'est chargé en atmosphère, enfin c'est unique, quoi. Donc c'est oppressant. voilà, pour le nom m'a déjà échappé. Anand RK. Merci pour Anand RK. Je dis bravo, je dis 4 sur 5 pour ce monsieur. Et pour le coup, voilà, moi qui suis justement un petit peu peiné que Sienkiewicz ne dessine plus autant qu'avant. Je suivrai les projets de ce monsieur avec plaisir, et ceux de Ramvé chez DC Comics évidemment. Pareil, voilà, si vous aimez la fiction musicale, ça fait carrément le taf, quoi. Ouais, et ça se retrouve pas, ça par contre, tu vois, ces thématiques-là se retrouvent pas forcément énormément exploitées, même en indé à l'heure actuelle. Donc ça, non, le jazz, c'est sûr. Ça fait un peu du bien d'avoir ce genre de thématique. Et en attendant de savoir si effectivement un éditeur VF le ramènera par chez nous, on vous le dit clairement, très très bonne lecture en VO que l'on vous recommande. Et c'est la fin de cette émission avec un 100% de recommandations en fait, voilà, sur les titres qu'on vous a... Pas tout au même niveau. Hein, pas tout au même niveau. Non, bien sûr, on va pas faire un classement. Si vous avez une petite enveloppe, prenez Crossover, Strange Adventures, Blue and Green, et... Voilà, après le reste c'est bien, mais We Only Find Them aussi. Ouais, mais attends, là ça se consomme en trade, ça, mon gars. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est hyper frustrant de le lire en single, ça. C'est vrai, quand c'est des trucs à cliffhanger un petit peu comme ça. Alors que tu vois, Mr. Miracle, j'allais dire. Strange Adventures. Tu vois, je trouve ça c'est bien en single, tu vois, je pense c'est feuilletonnant et tout. Mais genre Blue and Green, tu vois, je l'aurais pas lu en single pour le coup. C'est vraiment. De toute façon, c'est impossible à sortir en single. Ouais, bien sûr. Jamais un artiste peut très peu tenir un rythme pareil d'un mensuel, quoi. C'est pas possible. Effectivement. En tout cas, on espère que l'émission vous a plu. On espère que les titres chroniqués vous ont intéressé. Pour continuer la discussion, ça se fait aussi dans les commentaires sur notre Tipeee. On remercie toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début, et ceux et celles qui viennent se rajouter au fur et à mesure. On espère pouvoir aller vraiment le plus loin possible avec vous, puisqu'on vous le rappelle, First Print, quel que soit le reste de nos activités, c'est notre petit bébé qu'on fait en indépendant, et donc il a besoin d'un soutien forcément financier pour pouvoir continuer, puisque ça nous demande, vous l'imaginez bien, pas mal de temps pour lire, se voir, faire les podcasts, enregistrer, faire des invités, tout ça, le montage et tout ça. Je ne vous fais pas le topo. Peut-être que je vous le ferai. Ça prend du temps, mec. Le montage, l'upload et tout ça. Toi, tu le fais pas. tu rigoles ou quoi? Tu connais Lemon Adaptation Club? Oui, non, mais tu fais pas mais tu fais pas avec un podcast quotidien minimum à faire et à monter, à uploader. Bref, c'est pas grave. Pas de générique sur les on sent. Encore heureux. Encore heureux, je pense que les gens en auraient marre d'entendre justement. Par contre, c'est vrai qu'insérer à chaque fois l'image et le titre, etc., ça doit être chiant.
Oui, bah, j'ai passé des soirées. Donc voilà, mais bref. Personne t'a obligé, gros. Hein ? Personne t'a obligé. Non, mais j'assume, mais je dis juste que ça demande quand même du travail. Bref, les comics, c'est cool, on espère que vous avez envie d'en lire. Il y en a certains, c'est sûr, ça arrivera en VF, donc vous pouvez être patient. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à succomber à votre impatience et à votre envie et votre soif de découverte. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour les prochains Back Issues réguliers. À bientôt donc, salut. Salut.